Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal sur Télé-Liban. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 23 avril. Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport publié ce mercredi, l'organisation accuse Israël d'avoir mené des frappes aveugles contre des civils au Liban à l'automne 2024. 2 frappes à Younin, dans l'est du pays, sont au cœur de ces accusations. Le 25 septembre, une bombe guidée de type JDAM, fabriquée aux États-Unis, a frappé un immeuble habité, tuant 23 membres d'une même famille syrienne. Une seconde frappe, le 1er novembre, a tué 10 civils dans une maison du même village, dont 5 femmes et un nourrisson. Selon Human Rights Watch, aucune cible militaire n'était présente sur ces sites. Aucun avertissement n'aurait été émis. L'ONG parle de possibles crimes de guerre et appelle à des enquêtes internationales indépendantes. L'organisation humanitaire demande au gouvernement libanais de saisir la Cour pénale internationale et accuse Washington de complicité en continuant à fournir à Israël des armes potentiellement utilisées dans ces frappes. Ces frappes s'inscrivent dans le contexte de la guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah, déclenchée à l'automne 2024 en parallèle du conflit à Gaza. Plus de 4000 personnes ont péri en 2 mois, dont une majorité de civils. Les élections municipales au Liban Sud et à Nabatiyeh, reportées au samedi 24 mai en raison de la journée de la résistance et de la libération. Le ministre de l'Intérieur et des municipalités, Ahmad El-Hajjar, a signé les décisions d'inviter les organismes électoraux à élire les membres de conseils municipaux et à déterminer les bureaux de vote dans les districts des gouvernorats du Liban Sud et de Nabatiyeh, qui se tiendront le samedi 24 mai 2025 au lieu du dimanche qui coïncide avec le jour férié à l'occasion de la journée de la résistance et de la libération. Nouvelle escalade de violence à Gaza. Des frappes israéliennes ont fait au moins 17 morts dans plusieurs quartiers du territoire, selon la défense civile palestinienne. Une école abritant des déplacés aurait été ciblée. La frappe la plus mortière a visé une école dans le nord de la ville de Gaza. Bilan, 11 morts, 17 blessés, parmi eux des femmes et des enfants. Selon les secours, un incendie s'est déclaré après l'explosion, piégeant plusieurs personnes. Plusieurs corps ont été retrouvés calcinés, d'autres encore coincés sous les décombres. Selon Mahmoud Bassal, porte-parole de la défense civile, 4 autres personnes ont été tuées dans des frappes à l'est de Gaza. À Jabalia, un enfant a perdu la vie. À Khan Younes, une autre maison a été touchée. Les secours manquent d'équipement pour retrouver les disparus. L'armée israélienne affirme avoir récemment détruit 40 engins du Hamas utilisés à des fins terroristes, dont certains lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Depuis la reprise de l'offensive israélienne le 18 mars, plus de 1890 Palestiniens ont été tués, portant le bilan total à plus de 51 000 morts à Gaza selon les autorités locales. La guerre déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël entre désormais dans son 7e mois. Une émotion palpable, un silence recueilli et une file ininterrompue. Des dizaines de milliers de fidèles convergent vers la basilique Saint-Pierre pour rendre un dernier hommage au pape François. Ils sont venus de toute l'Italie, d'Europe et au-delà. Certains ont parcouru plus de 150 kilomètres pour voir une dernière fois celui qu'ils appellent le pape des pauvres. Le cercueil repose à même le sol en toute sobriété, comme l'avait souhaité Jorge Bergoglio. Depuis la résidence Sainte-Marthe jusqu'à la basilique, le cercueil a été escorté par des cardinaux, des évêques et les célèbres gardes suisses. Les applaudissements ont résonné, les cloches ont sonné. Le recueillement est possible jusqu'à vendredi soir, avant la fermeture du cercueil. Samedi matin, la messe funèbre rassemblera au Vatican près de 200 000 personnes et 170 délégations étrangères sous très haute sécurité.
Parmi les personnalités attendues, Donald Trump, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen, mais aussi des têtes couronnées comme le roi d'Espagne et le prince William. Un dernier adieu à un pape proche des pauvres, des exclus et du monde entier, avant son inhumation à la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. C'est une étape diplomatique clé dans le dossier du nucléaire iranien. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, est à Pékin pour des consultations stratégiques avec son allié chinois, à l'approche d'une nouvelle round de négociations avec Washington. Objectif, préparer le terrain avant une rencontre cruciale samedi à Oman entre Araghchi et l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. En parallèle, des discussions techniques sont également prévues dans la capitale omanaise. Le ministre iranien des Affaires étrangères l'a bien affirmé. Il est nécessaire de tenir nos amis chinois informés et de les consulter. Leur rôle a toujours été constructif. La Chine, rappelons-le, est l'un des signataires de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, un texte aujourd'hui caduc depuis le retrait des États-Unis en 2018 sous la présidence de Donald Trump, suivi du rétablissement des sanctions. Partenaire clé de l'Iran, la Chine achète plus de 90% de son pétrole, souvent à prix réduit. En 2021, Pékin et Téhéran ont scellé un partenariat stratégique de 25 ans couvrant énergie, sécurité, infrastructure et télécommunications. Alors que les tensions restent vives autour de l'enrichissement de l'uranium, cette visite souligne le rôle central de la Chine dans la reprise des discussions. L'Iran, de son côté, semble déterminé à revenir à la table sans renoncer toutefois à ses intérêts. Le plus grand salon automobile du monde a ouvert ses portes à Shanghai, au cœur d'un paysage mondial en pleine mutation. Un événement spectaculaire à la croisée de l'innovation et de la géopolitique et des ambitions chinoises. Malgré la tempête douanière entre Pékin, Washington et Bruxelles, la Chine affiche ses muscles. Premier exportateur mondial de véhicules, le pays veut désormais façonner l'avenir de l'automobile. Volkswagen, longtemps leader en Chine mais désormais en recul, riposte avec une gamme de véhicules électriques conçus en Chine pour la Chine. Nouveau design, technologie de pointe, prix compétitif, la course est relancée. Et les nouveaux venus n'ont pas dit leur dernier mot. Huawei, Xiaomi, Xpeng, ces géants de la tech misent sur l'automobile du futur, 100% électrique, ultra connecté, piloté par l'intelligence artificielle. Avec plus de 6 millions de véhicules exportés en 2024, la Chine vise désormais 30% du marché mondial d'ici 2030. Mais les droits de douane américains et européens freinent ces ardeurs, affectant aussi les constructeurs étrangers produisant sur son sol. À Shanghai, un constat s'impose. L'automobile de demain s'écrit ici au croisement du local et du global. Et les constructeurs étrangers n'ont plus le choix. S'ils veulent rester dans la course, ils doivent devenir un peu plus chinois. En note finale et en Arabie Saoudite, à plus de 1700 mètres d'altitude, une ville se pare chaque printemps d'un manteau rose. Bienvenue à Taïf, la cité des roses, où se perpétue un savoir-faire ancestral devenu symbole d'identité et de résilience. À 80 ans, Khalafallah At-Talhi est l'une des figures de cette tradition florale. Cela fait 5 décennies qu'il taille, cueille, distille et surtout qu'il aime. J'aime les roses plus que mes propres enfants, confie-t-il avec tendresse. Ici, la cueillette se fait à la main, du lever au coucher du soleil. Les pétales sont ensuite bouillis, distillés, transformés en une essence précieuse. L'eau de rose de Taïf sert notamment à parfumer la Kaaba à la Mecque. Très prisée localement, l'huile de rose est rarement exportée. Sa rareté fait sa valeur, mais les défis climatiques menacent cette production emblématique. Entre vagues de froid inattendues, sécheresses et pluies torrentielles, les récoltes sont de plus en plus incertaines. Certains agriculteurs n'ont pas récolté une seule fleur, témoigne Talhi. Pourtant, malgré les aléas du climat, la passion résiste. Chaque matin, avant l'aube, Khalafallah retourne à ses champs. Cette ferme, c'est mon âme, mon cœur qui bat, dit-il. Et tant que son cœur bat, Taïf continuera de fleurir. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à très bientôt sur Télé Liban.